À toi, mon frère, Bello Bouba Maïgari. Je veux aujourd'hui parler à cœur ouvert devant le peuple et devant l'histoire. Toi et moi, nous savons ce que signifie le combat pour l'alternance. En 1992, j'ai marché à tes côtés. J'ai combattu avec toi et nous avons failli remporter cette victoire. Mais malheureusement, une faille s'est glissée et le système en place a profité pour s'accrocher encore au pouvoir. Aujourd'hui, une opportunité inédite se présente à nous pour corriger les erreurs du passé. Ce n'est pas une simple phrase, c'est une offrande, un message, une convocation devant le peuple et devant l'histoire. Issa Chiroma Bakari, en ce 23 septembre 2025, ne parle pas à un adversaire, il ne parle pas à un allié des circonstances, il parle à son frère, à Bello Bouba Maïgari, compagnon de lutte depuis 1992, avec qui il a partagé les mêmes rêves, les mêmes blessures, les mêmes désillusions. Dans cette parole, il y a plus qu'un appel politique. Il y a l'invitation à une fraternité totale, politique, morale et populaire. La fraternité qui se scelle dans le feu des épreuves comme celle des résistants face au colonialisme. C'est la même voix que celle de Patrice Lumumba appelant Kwame Nkrumah à tenir la ligne. C'est l'écho des exhortations de Nelson Mandela à Olivier Tambo. Tiens ma main, car seul je ne tiendrai pas. Issa Chiroma convoque la mémoire. 1992, le souffle de la tenance avortée. 1997, la division qui brise l'élan. 2004, 2011, 2018, tant d'élections, tant de calculs, tant d'hésitations qui ont laissé la victoire s'évaporer. Et voilà que 2025 avance. Un rendez-vous de l'histoire où les frères sont encore appelés à se choisir, se diviser ou s'unir. Comme le demande l'immense majorité du peuple camerounais, viens combattre à mes côtés comme j'ai combattu au tien. Donnons-nous la main pour assurer enfin cette victoire que le peuple attend depuis plus de 30 ans. Je le dis sans détour, l'heure n'est plus au calcul, ni aux hésitations. L'heure est à l'unité. C'est ce que crame le peuple, c'est ce que le Cameroun attend de nous. Son appel est tragique. Ce n'est plus le temps des calculs, car l'histoire ne pardonne pas aux hésitants. L'histoire ne se répète pas pour offrir les mêmes chances. Elle tend une principale, une seule. Et si on ne la saisit pas, elle se retire jamais. Son appel est historique. Viens combattre à mes côtés. Cela veut dire, viens oublier les rancunes. Viens effacer les rancunes du passé. Viens laver le sang et la sueur gaspillée dans les querelles intestines. Cela veut dire, marchons ensemble, non plus comme deux partis, mais comme deux frères de sang, de douleur, d'espérance, liés par la promesse d'un peuple fatigué d'attendre. Dans ce cri, il y a la leçon des grandes fraternités politiques. Le panafricanisme, dès les années 1940-1960, a donné naissance à une fraternité politique unique, à une véritable confrérie révolutionnaire. Dans les rues d'Accra, de Conakry, de Léopoldville, de Bamako ou de Lagos soufflait alors un vent brûlant, celui de l'indépendance. Des hommes souvent très jeunes, portés par une vision immense, décidèrent d'élier leur destinée. Ils s'appelaient Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, Sékou Touré, mais aussi Julius Nyerere, Modibo Keïta ou encore Félix Moumié. Ils n'étaient pas seulement des dirigeants politiques. Ils se percevaient comme des frères liés par la douleur coloniale, des frères unis par la conviction qu'aucun peuple africain ne pouvait être libre si les autres restaient sous la domination. Leur appel à combattre côte à côte dépasser alors les frontières. Ce n'était pas
l'appel d'un parti, ni même d'un État. C'était un cri continental. Nkrumah répétait que l'indépendance du Ghana n'a de sens que si elle est liée à la libération totale du continent africain. Lumumba, dans ses discours vibrants, exhortait ses camarades à dépasser les rivalités locales pour bâtir une solidarité africaine. Sékou Touré, lui, allait jusqu'à affirmer qu'il préférait la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l'esclavage. Tous convoquaient la même idée, la fraternité politique comme rempart contre la domination étrangère. Et dans cet élan, le peuple entendait. Des milliers de voix, des foules entières reprenaient leur slogan. C'était la fraternité des rues, des places, des chants qui faisaient écho à celle des dirigeants. Une fraternité qui transcendait les Chines, qui transcendait l'ethnie, la langue, la religion. Pour la première fois, un peuple africain se voyait comme un peuple uni dans le combat moral et politique. Les récents meetings de Bertoua et de Ngaoundéré ont marqué un tournant historique dans notre marche vers le changement. À Bertoua, l'Est a parlé haut et fort. À Ngaoundéré, dans le fief même de mon frère, le ministre d'État, Bello Bouba Maïgari, président national de l'UNDP, la jeunesse et les militants de l'UNDP se sont levés courageusement pour réclamer l'unité autour de ma candidature. Ils ont dit clairement: nous voulons l'union pour vaincre et nous voulons que Bello et Chiroma marchent ensemble. Dans les colonies françaises, une organisation a incarné ce souffle, le Rassemblement démocratique africain, RDA. Nous sommes à la fin des années 1940. Le colonisateur pensait diviser pour régner, mais face à lui, le RDA se rassemblait. À Bamako, Abidjan, Conakry, des dirigeants aussi différents que Houphouët-Boigny, Gabriel Darboussier ou Sékou Touré se retrouvaient autour d'un idéal, libéré ensemble. Bien sûr, il y avait des rivalités, des divergences stratégiques, des querelles internes, mais malgré tout, ils se percevaient comme frères d'armes. Le RDA fut le front uni qui, dans les années 1950, a fait trembler l'empire colonial français. Ces militants affrontaient les prisons, les coups de matraque, la censure, les menaces. Beaucoup ont payé de leur vie. Pourtant, ils tenaient bon parce qu'ils savaient qu'ils ne combattaient pas pour eux-mêmes, mais pour tous les autres. Leur fraternité était une stratégie, mais aussi une éthique. Quand l'un tombait, les autres relevaient le flambeau. Cette chaîne fraternelle a accéléré les indépendances. Elle a montré que, dans les moments décisifs, l'unité entre frères pèse plus lourd que toutes les divisions imposées de l'extérieur. Quittons un instant l'Afrique, car parfois, pour comprendre notre histoire, il faut regarder ailleurs. La Pologne des années 1980, un pays enfermé dans la chape de plomb du régime communiste. Et là-bas, un syndicat ouvrier s'est levé, Solidarność, dirigé par Lech Walesa. Ce mouvement a uni les ouvriers des chantiers navals de Gdansk. Les intellectuels, les prêtres, les artistes, tous semblaient les séparer. Les origines sociales, idéologies, les parcours. Et pourtant, ils ont décidé de marcher ensemble, d'unir leurs forces. Leur fraternité fut leur arme la plus redoutable. Pendant des années, malgré la répression, malgré la prison, malgré la peur, ils ont tenu ensemble. En 1989, leur unité a fini par faire tomber un régime figé depuis des décennies. Pourquoi rappeler cette histoire? Parce que cette histoire nous dit quelque chose d'essentiel. L'unité fraternelle en lutte forge la victoire, même face à un pouvoir qui semble éternel, même face à un système verrouillé. Quand des frères d'armes choisissent de serrer leur rang, alors l'histoire bascule. Ce qui a été vrai à Gdansk peut être vrai à Douala, à Yaoundé, à Bamako, à Kinshasa.
Et revenons en Afrique, à notre continent, n'a pas manqué des figures qui ont incarné cette fraternité. En Afrique du Sud, dans la lutte contre l'apartheid, deux noms résonnent comme un symbole. Nelson Mandela et Olivier Tambo. L'un passe 27 ans en prison, l'autre vécu des décennies d'exil. Mais jamais ils ne se cessèrent de se percevoir comme des frères. Leur amitié était plus qu'un lien personnel, c'était une stratégie politique, tandis que Mandela tenait dans le silence et la solitude des geôles de Robben Island. Tambo parcourait le monde pour rallier les soutiens, lever des fonds, mobiliser les consciences. Ensemble, même séparés, ils portaient la même cause. Et le peuple sud-africain, en les voyant unis, puisait sa force. Cette fraternité a été une lumière dans l'obscurité, un rempart contre le désespoir. C'est ainsi que l'apartheid, malgré son arsenal de lois, de prisons et de balles, a fini par tomber. Ces exemples, Nkrumah et Lumumba, le RDA, Solidarność, Mandela et Tambo nous enseignent une vérité simple mais implacable. L'appel à combattre à côté du frère est une tradition révolutionnaire universelle. Une tradition qui ne se limite pas à un temps ni à un continent. Elle traverse les époques. Elle se transmet comme un flambeau. Dans toutes les grandes luttes, les vainqueurs ne sont pas ceux qui étaient les plus riches, ni les plus puissants, ni les plus armés. Ce sont ceux qui ont su rester frères, ceux qui ont su dire « Viens à mes côtés, ne me laisse pas seul ». Ceux qui ont compris que la fraternité est la seule arme que l'adversaire ne peut pas briser. Car l'argent s'achète, les armes s'usent, le temps passe, mais la fraternité, quand elle est scellée dans le feu de l'épreuve, demeure. Elle devient une forteresse invisible, mais invincible. Alors aujourd'hui, quand un homme politique tend la main à un autre et lui dit « Viens combattre à mes côtés », il n'invente rien de nouveau. Il s'inscrit dans une longue tradition, celle du panafricanisme des années 1960, celle du RDA des années 1950, celle de Mandela et Tambo, celle de tous ces frères qui, par leur unité, ont fait tomber des empires. L'appel à la fraternité n'est pas une faiblesse, c'est un avertissement, c'est une convocation devant le peuple et devant l'histoire. Comme pour rappeler que leur serment n'est pas seulement politique, il est sacré. Comme Moïse appelant Aaron à marcher ensemble vers Pharaon. Comme Simon Bolivar appelant ses généraux à sceller leur unité pour libérer l'Amérique du joug espagnol. Une manière de dire, si nous ratons ce moment, si nous préférons les rancunes et les calculs, alors ce ne sera pas seulement un échec, ce sera une trahison de l'espérance populaire. Et derrière cet appel, il y a un avertissement. Les manœuvres inconstitutionnelles échoueront. C'est l'annonce que le régime, même déguisé, même métamorphosé, ne résistera pas à la force d'une unité fraternelle. Car le 12 octobre, dit-il, ce ne sera plus la peur, ce ne sera plus la résignation, ce sera le peuple souverain qui décidera. Alors, Issa Chiroma ne tend pas seulement une main à Belboba Maïgari, il tend une main au peuple tout entier pour le dire. Regardez-nous, si nous nous réconcilions, si nous combattons ensemble, rien, ni Paul Biya, ni ses héritiers, ni ses manœuvres ne pourra arrêter la marche du peuple. C'est la dernière chance. La fraternité comme ultime clé. Le frère comme ultime rempart. L'unité comme ultime arme. Je veux aussi alerter nos compatriotes. Face à cette vague populaire qui monte, face à l'union des forces qui se dessinent, des forces tapis dans l'ombre, s'apprêtent à engager des manœuvres inconstitutionnelles pour se maintenir au pouvoir sous une autre forme. Mais je vous le dis, cela ne marchera pas. Toute velléité de passage en force sera étouffée dans l'œuf
par le peuple souverain. Le Cameroun a changé. Et le 12 octobre, c'est dans les urnes que le peuple souverain choisira son leader. Je vous appelle donc à rester vigilants, confiants et mobilisés. Notre prochain grand rendez-vous sera à Bafoussam. Je vous invite à sortir massivement, à communier avec nous et à montrer que l'Ouest confirme sa volonté de changement. Après l'appel solennel de Chiroma Bakary à Belboba Maïgari, une main tendue, un pacte moral et fraternel, le débat ne s'arrête pas là car l'histoire n'est jamais univoque. Elle est faite de voix multiples, de temporalités imbriquées, de forces qui se confrontent et se complètent. À quelques semaines de l'élection du 12 octobre 2025, une autre voix surgit, celle des sages du Grand Nord. Ces anciens garants des équilibres régionaux et des traditions observent, pèsent et surtout décident de peser sur le cours des événements. Leur message tranche avec l'appel direct de Chiroma. Ils n'invitent pas Belboba à rejoindre un frère dans la lutte. Ils demandent à Chiroma de se retirer, de céder la place, de permettre que l'unité régionale se cristallise derrière un candidat unique, jugé plus expérimenté, plus stratégique. Le Grand Nord du Cameroun n'est pas seulement une région. C'est un carrefour historique, un bâtillon politique, un socle de mémoire collectif où le passé et le présent se rencontrent dans les palabres et les conseils des anciens. Aujourd'hui, ces anciens, ces sages, se manifestent à travers une lettre solennelle. Et dans ce langage ancestral, leur choix est clair. Belboba Maïgari doit être le candidat autour duquel s'assemble le Nord. Qui sont ces sages? Ce sont les gardiens des équilibres communautaires, des voix écoutées dans les villages, dans les chefferies, dans les marchés et les places publiques. Et voici que leur appel surgit à quelques semaines de la présidentielle. Le timing est stratégique, le souffle de la campagne est là, les ambitions sont déclarées. Dans ce moment précis, un geste de consolidation peut changer le cours du destin. Il demande à Issa Chiroma de se retirer non par ressentiment, mais par pragmatisme pour que le Nord ne se fracture pas, pour que le poids de la région exerce tout son poids derrière un seul candidat. Mais ce n'est pas qu'une question de stratégie électorale. Derrière cette lettre, il y a une conscience aiguë du régime en place, de ses manipulations possibles, de sa capacité à exploiter chaque division. Paul Biya, ou ceux qui présagent aujourd'hui son héritage politique, ont longtemps profité des fractures dans l'opposition, des rivalités locales, des égos personnels. Au fond, que valent ces appels croisés, ces lettres de sages, ces serments de fraternité? Les motivations restent opaques, les ambitions individuelles brouillent les discours. Sur le doute de la sincérité d'Issa Chiroma Bakary comme sur le doute de celle de Belboba Maïgari, tous deux portent sur leurs épaules le poids d'un passé fait de compromis, d'alliances mouvantes, de fidélité, souvent ambiguë. Et pourtant, dans ce brouillard d'incertitude, une évidence se dessine. Les Camerounais, fatigués d'attendre, semblent avoir jeté leur dévolu sur Issa Chiroma Bakary, non par conviction profonde, mais par usure, par pragmatisme, presque par résignation, un choix par défaut, n'est moins de l'enthousiasme que de l'absence d'alternative crédible. C'est peut-être là la véritable tragédie de ce moment politique. Voir une nation contrainte de se ranger derrière des figures dont elle mesure les limites, faute de mieux, faute de renouvellement, faute d'horizon clair. Et pourtant, c'est de ces choix imparfaits, inachevés que peut surgir un basculement. Car l'histoire n'attend pas les candidats retenus. Elle se forge avec les hommes tels qu'ils sont,
fragile, contesté, imparfait. C'est dans cette imperfection même que se joue parfois le destin. Alors, l'enjeu n'est plus seulement de savoir qui tend la main, ni qui la saisit, mais jusqu'où ce choix, même par défaut, peut ouvrir une brèche vers un autre avenir. Merci à tous.